Ok Alex, le 30 juin, on a des élections législatives qui arrivent. Alors c'est un sujet qui est tendu. On va pas rentrer dans tous les détails de chaque des programmes des différents partis politiques. On va surtout s'intéresser d'un point de vue business, entreprise, entrepreneuriat. Euh, Aujourd'hui, on va s'intéresser à ce qu'ils proposent et on va aussi et surtout s'intéresser à ce que disent les fonds d'investissement, que ce soit les fonds d'investissement en France ou à l'étranger, comment eh bien, les marchés et les capitaux vont réagir suite aux élections législatives. Mais petite introduction avant de te poser la question. Euh, Moi, j'ai cette impression, peut-être que tu pourra me contredire. J'ai cette impression que les trois partis qui sont les principaux, en l'occurrence le RN, le parti de Macron et le Front populaire, pour avoir un peu très rapidement checké ce qu'ils proposent. Alors tous n'ont pas officiellement sorti leur programme, notamment je crois le RN c'est encore un peu flou, ils font encore marche arrière sur pas mal de mesures aujourd'hui. Mais j'ai l'impression qu'en fait aucun des trois officiels, enfin de manière honnête, hein, peut-être que je me trompe, mais aucun des trois ne propose réellement des mesures vraiment avantageuses pour les entreprises et entrepreneurs. Alors, le Front populaire, c'est carrément une déclaration de guerre pour ce monde-là. Le RN, il y a quelques petites mesures sur diminution de la TVA, mais bon, officiellement, ça n'a pas vraiment touché les entreprises parce que ça a plus concerné les consommateurs. Euh, donc moi, ça m'a un peu refroidi et je me suis même demandé à quel point ça valait vraiment le coup de voter pour l'un de ces trois partis-là. Mais bon, c'est très personnel et c'était plus un retour critique sur le fait que j'ai l'impression qu'en France, pour faire plaisir à la masse, eh bien, on oublie l'essentiel qui est que un pays fonctionne grâce à l'activité économique des entreprises et que si on étouffe les entrepreneurs, les entreprises, quelle que soit leur échelle, et bien malheureusement, je pense que ça va avoir tout un tas d'effets négatifs sur tout un tas de pans de l'économie. Voilà, ça vaut ce que ça vaut, ce que je viens de dire. Maintenant, question très simple. Alors, tu peux rebondir dessus si tu le souhaites, mais question très simple. Toi, tu es presque un financier finalement, presque un financier, ou du moins tu parles à beaucoup de tes partenaires sont des financiers. Qu'est-ce qu'ils en pensent? Ouais, donc alors comme on a dit, hein, je rajoute le petit disclaimer, mais en disant, dans ce podcast, on va absolument pas faire de politique. Le but n'est pas du tout de rentrer dans est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien de donner un jugement. C'est pas notre rôle, c'est pas notre job et on est, on va dire pas probablement pas assez cultivé pour vraiment avoir une vision globale. On va s'intéresser au point précis que nous on connaît, qui est, on va dire, le business, l'entrepreneuriat et par voie de fait, la finance. Et donc, le sujet, tu as très bien posé la question, le sujet fondamental de cette élection euh, et de ce qui s'est passé, en fait, dans les derniers temps, c'est comment les investisseurs externes, donc non français, on va dire, dans un premier temps, ça peut être européen, ça peut être américain, ça peut être ailleurs, comment ils regardent la France et comment est-ce qu'ils se disent qu'ils vont évaluer la possibilité de faire des investissements en France. Et ce n'est pas une question politique au sens si tel parti passe, alors c'est un problème, mais avant tout, c'est un problème d'instabilité pour eux. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand un investisseur choisit un pays dans lequel déployer de l'argent, un des premiers critères qu'on prend toujours en compte, c'est la stabilité politique du pays. Parce que la stabilité politique du pays, te protège contre des cas extrêmes, c'est-à-dire nationalisation de tout type d'entreprise, faire virer ton entreprise parce que du jour au lendemain, on décide que on ne supporte plus le pays duquel tu viens à la base, tout ce genre de choses. Et donc, de manière générale, on considère que la stabilité politique est bonne pour le business. C'est pour ça que quand nous, on a décidé d'ouvrir une filiale sur le continent africain pour faire de l'immobilier en Afrique, on a choisi l'île Maurice. Pourquoi? Parce que l'île Maurice est globalement le pays le plus stable du continent africain, politiquement parlant, et du coup, économiquement parlant. Du coup, sa monnaie
même si elle est faible, entre guillemets, par rapport à l'euro, elle est relativement stable. On sait qu'on ne se retrouve pas avec une monnaie qui va être dévaluée du jour au lendemain. On peut avoir confiance en les institutions bancaires, on peut déposer notre argent là-bas. Ça n'est pas un problème. Et donc, le niveau de stabilité du pays permet de définir si l'investissement est risqué ou pas, en tout cas en grande partie. Et aujourd'hui, ce que moi je peux voir donc depuis 2 semaines maintenant, et de tous les calls que j'ai, c'est que la plupart de mes investisseurs mettent en pause, en tout cas jusqu'au 7 juillet, date du deuxième tour, mettent en pause les investissements. Ça, c'est à peu près certain. Peut-être que dans les commentaires, quelqu'un va nous dire oui, moi j'ai réussi à faire ci, à faire ça, à lever des fonds. Nous, sur on va dire le marché français, c'est pas un problème pour Maurice, c'est pas un problème pour le Maroc où on est. Par contre, pour le marché français, on est en pause pour les investisseurs étrangers, on est en pause jusqu'au 7 juillet parce que ils attendent de voir si le pays va être stable ou pas. C'est même pas une question pour eux. Dans leur tête, c'est pas une question de qui passe. Dans leur tête, le sujet, c'est est-ce qu'on va pas se retrouver dans un pays ingouvernable ou difficilement gouvernable. Ça, c'est le plus gros problème dans leur tête. Donc, au-delà du politique, le sujet pour eux, c'est stabilité, stabilité, stabilité. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, la question, c'est qu'est-ce qui se passe après le 7 juillet. Déjà, il y a un premier truc qui est arrivé et qui est passé plus ou moins sous les radars. Alors, ça dépend à quel point on est intéressé par le sujet, mais l'Union européenne veut ouvrir une investigation sur la France pour déficit abusif, en gros. On aurait un trop gros déficit. Ce qui, sachant qu'on est la deuxième économie européenne, serait, après l'Allemagne, serait un très mauvais signal à envoyer, notamment aux agences de notation. Les agences de notation qui, je le rappelle, définissent le taux auquel on emprunte et donc définissent la puissance des investissements dans notre pays. Ces deux éléments en même temps, plus tous les éléments qu'on connaît actuellement, hein, guerre en Israël, guerre en Ukraine, tous ces éléments en ce moment donnent créent un marché, un monde économique qui est quand même relativement bloqué, qui n'est pas aussi dynamique qu'il a pu l'être. Alors, il y a toujours des niches, il y a toujours des mecs qui réussissent, il y a toujours, pas de problème, mais le marché est peu dynamique quand même, et le marché extérieur, donc les échanges extérieurs, sont eux aussi peu dynamiques. On est quand même dans une situation, globalement, dans une situation de stress. Ceci, donc je le disais, rien que l'annonce de la dissolution a déjà bloqué la baisse des taux. On aurait dû avoir une baisse des taux, puisque la BCE avait commencé à baisser ses taux directeurs, et cette baisse des taux ne se fera pas ressentir en France parce que instabilité. Voilà, déjà, c'est le premier point. Donc, moi, pour le marché immobilier, c'est un problème, et c'est un problème quand même pour beaucoup d'activités qui ne sont pas uniquement indexées sur du capital de type capital risque. Pour toute activité qui a besoin de dette, c'est quand même un problème. Dernier point, on va dire, en fait, tout ça, donc tout ce qu'on vient de se dire là, risque en effet de chasser encore plus, donc instabilité, plus hausse des taux, plus mauvaise note, plus ainsi de suite, risque de chasser les investisseurs étrangers. Cependant, la question maintenant qu'on peut se dire, c'est, OK, le marché externe, il a peur. Moi, tous les calls que j'ai, ils ont peur. Ils mettent en pause, donc comme je l'ai dit. Tous les calls que j'ai, les mecs sont pas hyper rassurés sur l'avenir de la France. Par contre, ils ont tous la même analyse finale. Tous ceux avec lesquels j'ai pu discuter, que ce soit des gros invests, des invests moyens, qu'ils soient européens ou ailleurs, tous ont la même analyse de dire ce n'est qu'un passage, on a confiance en la France à long terme. La France reste un pays qui inspire confiance dans sa capacité à s'en sortir, dans sa capacité à créer des industries, dans sa capacité à être un énorme marché quoi qu'il arrive. La France, depuis tout le temps, est le premier pays dans lequel il y a du tourisme.
Notre secteur touristique, c'est 65 milliards à lui tout seul. Ça ne changera pas parce que certains marchés s'effondrent. Le tourisme restera là. On a des industries du luxe qui sont extrêmement, extrêmement, extrêmement performantes. Et le luxe à la française, ça ne s'invente pas ailleurs. Donc, on est plutôt très bon en ingénierie. On est plutôt très bon. On a quand même un système bancaire et financier qui est robuste et relativement sain. Évidemment, on ne sait pas tout, mais qui est relativement sain. Bon. Tout ça fait que sur le long terme, les investisseurs restent convaincus que la France est un pays solide. Par contre, ce qui risque d'arriver, mais on n'est pas devin, mais de l'ensemble des discussions que j'ai pu avoir, on risque d'avoir une période à court terme qui continue de secouer. On pensait là, sur le dernier trimestre, je trouve qu'il y avait une amélioration, qu'on sortait un peu de la crise qu'on a vécue sur 2023. Évidemment, j'ai un biais immobilier, mais globalement, c'est relativement vrai partout. Je pense qu'on va en manger pendant à minima 6 mois de plus. Parce que même si l'issue n'était pas un pays ingouvernable, donc voilà, le temps que tout le monde se remette au boulot, que l'été passe, qu'on refasse des investissements, que ces trucs-là commencent à payer, et ainsi de suite, c'est 6 mois supplémentaires qui vont poser problème. À mon avis, jusqu'à fin 2024. Pour une reprise éventuelle en 2025. Maintenant, il y a le cas numéro 2, où en effet, on tombe dans un pays ingouvernable. Là, c'est plus chiant. Là, c'est plus chiant parce qu'un pays ingouvernable, c'est-à-dire qu'on garde la même règle de les gens ont un peu peur, sauf qu'on le projette sur potentiellement jusqu'à 2027, quoi. Donc là, ce serait plus emmerdant parce que je ne sais pas à quel point, mais quand je dis je ne sais pas, c'est réel, je n'ai pas les infos, à quel point on est capable, si l'Europe nous demande d'assainir nos comptes et que dans le même temps, on n'a pas d'investissement étranger massif et qu'on n'a pas trop de croissance, puisque dans tous les cas, la croissance, c'est compliqué aujourd'hui. Je ne sais pas comment on tient encore 2 ans et demi sans avoir de gros problèmes. Donc, si le pays... Enfin, pour moi, le pire cas de figure, et encore une fois, je mets de côté la politique en elle-même, économiquement pur, le pire cas de figure qui puisse nous arriver, c'est un pays ingouvernable. C'est pas l'un ou l'autre. Le pire cas de figure, fondamentalement, c'est le pays ingouvernable. C'est ça qui stresserait le plus les gens. À la limite, quand tu connais les règles du jeu, tu acceptes ou pas de prendre des risques. Mais les États-Unis ont été en croissance avec un gouvernement de gauche ces dernières années. Ils étaient en croissance avant avec un gouvernement Trump où tout le monde avait dit oui, quand Trump passera, il y aura d'énormes problèmes parce que personne ne lui fait confiance, machin. Force est de constater que les États-Unis ont continué à grossir. Alors, on n'est pas les États-Unis, je sais, machin. Faut analyser ce qui est analysable, comparer ce qui est comparable. Mais on s'en sortira. Le pire cas de figure, c'est un pays ingouvernable. Et ça, on aura la réponse dans 3 semaines. 2 semaines. Ouais, 2 semaines. Voilà ce que je peux dire d'un point de vue macro et de ce que moi, je peux analyser au quotidien avec entre 5 et 10 calls par jour avec des invests divers et variés. Est-ce qu'il n'y aurait pas aussi 2 autres scénarios? Un scénario où le Rassemblement national arriverait au pouvoir et donc des scènes de guérilla dans les rues. Alors peut-être que c'est sur du court terme, tu me diras, peut-être que c'est quelque chose qui va durer 1 mois, 2 mois, 3 mois, et qu'après tout va rentrer dans l'ordre d'ici 6 mois, comme tu le disais. Mais est-ce que c'est un scénario aussi qui peut faire peur à des investisseurs, premièrement? Et second scénario, c'est de la spéculation, mais certains observateurs, alors il y a même 3 scénarios, pardon. Donc au niveau du second scénario, certains observateurs disent que peut-être que Macron pourrait renoncer à la présidence si jamais le pays était ingouvernable. Ou alors, 3e scénario, qu'il pouvait déclencher l'article je ne sais plus combien, qui lui conférerait l'article 16 de la Constitution, exactement, qui lui conférerait tous les pleins pouvoirs. Donc c'est un article qui n'a pas été utilisé depuis 1961 par le dernier, c'était le général de Gaulle après le putsch, si je ne dis pas de bêtises.
Est-ce que ces 3 scénarios sont crédibles pour les investisseurs étrangers et comment ils s'y préparent? Alors, l'histoire de l'article 16, déjà, faut faire gaffe parce que pour l'instant, c'est des spéculations qui sont pas impossibles. Hein. Le truc fait partie de la Constitution, donc bon, ok. Pour être très clair, je n'ai pas eu de discussion avec des investisseurs étrangers sur l'histoire de l'article 16, parce que je pense que les investisseurs étrangers ne sont même pas au courant de ça. Ça a été publié dans certains médias français, en effet. Cependant, je pense pas que ça a été... Déjà c'est le plus récent des trucs, parce que c'est apparu il y a 2, 3, 4 jours max. Donc voilà. Et je pense pas que ce soit apparu à l'étranger. J'étais en Allemagne en début de semaine. Je discutais avec des gens, personne ne nous a parlé de ce sujet-là. La situation de dissolution, ça, tout le monde est au courant, tout le monde c'est très clair. C'est très clair pour eux les camps qui s'affrontent. Par contre, l'histoire de l'article 16, c'est pas le cas. L'histoire de la démission de Macron, ils sont vaguement au courant. Il faut savoir une chose quand même, et encore une fois, zéro parti pris. Mais il faut savoir une chose importante, c'est que à l'étranger, Macron et des sphères financières étrangères, Macron est bien vu. Nous, en France, aujourd'hui, il y a une défiance en face du gouvernement actuel et de son président. À l'étranger, ce n'est pas le cas. À l'étranger, ils ont l'impression que Macron a beaucoup œuvré pour le dynamisme économique français. On sait, quand on est en interne du pays, que c'est discutable. Mais par contre, il a fait du bien sur le fait de rassurer les investissements étrangers. Et les investissements étrangers, je n'ai plus la stat exacte, mais depuis le premier quinquennat de Macron, les investissements étrangers en France ont énormément augmenté. Énormément augmenté. Ce qui peut créer certains problèmes, mais ce qui a quand même créé beaucoup de dynamisme économique. Aujourd'hui, on le sait, hein, beaucoup des startups, des grosses startups qui ont été fondées ces dernières années, ont à leur board ou à leur capital au moins 1, 2, 3 VC américains, suédois, allemands, anglais, chinois, singapouriens. Qu'est-ce qui était Mistral a annoncé un énorme tour. Je crois qu'il y a Temasek qui est rentré, c'est-à-dire le fonds souverain singapourien, et DST Global qui est aussi un énorme fonds singapourien, je crois, ou taïwanais. J'ai pas envie de dire de conneries, mais tu as 2 très gros fonds asiatiques qui sont rentrés. Pourquoi? Parce que globalement, jusqu'à là, la France était très rassurant parce que Macron défendait et voulait faire de la France la startup nation, machin, et donc était devenu sexy pour attirer les investissements étrangers. Ce qui est une stratégie qui se tient. Ça se vaut parce que aux États-Unis, pourquoi ils sont si forts? Certes, ils ont un modèle de venture capital qu'ils ont inventé et qui est très, très dynamique, mais en plus, la plupart des fonds mondiaux cherchent à venir investir aux États-Unis. Parce que c'est là que tu as le plus de chances de trouver le prochain Google, le prochain Facebook, le prochain Airbnb, le prochain Amazon, le prochain tout ce que tu veux. C'est pour ça que le Middle East investit massivement aux États-Unis, investit dans OpenAI, c'est pour ça qu'ils ont investi à l'époque dans WeWork, c'est pour ça que globalement, ils sont hyper attractifs. C'est ce que Macron a essayé de reproduire. Et donc, il a une très bonne visibilité. Donc, une démission de Macron, de leur point de vue à eux, ce serait 1, dangereux, et 2, un très mauvais signal. D'autant plus si la raison de la démission, et je reviens sur mon point de départ, mais d'autant plus si la raison de la démission, c'est une instabilité, une incapacité à gouverner. Parce que s'il y a une instabilité, ça veut dire qu'en gros, on a un truc de l'ordre de un tiers, un tiers, un tiers, entre les 3 parties que tu as évoquées au départ. Et donc, si on a un tiers, un tiers, un tiers, je schématise, ça peut être plus ou moins ça, quoi, mais voilà. Alors, dans tous les cas, tu auras une instabilité, puisque tu n'auras aucun, enfin, peu importe qui arriverait président, ça ne changerait pas le fait que tu as un tiers, un tiers, un tiers, et que le pays est difficilement gouvernable. Donc, en effet, on peut ne pas aimer Macron, on peut l'aimer, on peut le soutenir, ne pas le soutenir, c'est pas un sujet, mais une démission abrupte de Macron, économiquement et sur la scène internationale, il semblerait que ce soit quelque chose qui nous coûte beaucoup. Voilà ce que je peux te dire sur ces 2 scénarios-là. Après, le scénario de qui passe, s'il y avait une cohabitation au sens normal du terme, celle qu'on a connue sous Chirac, par exemple,
ce serait différent. Là, ce serait moins grave parce que le président, ça reste quelqu'un qui rassure ses investisseurs. Donc, ils se diront, ça ne fera pas plaisir, on aura un moment peut-être de ralentissement, mais ça ne viendra pas détruire l'édifice. Je pense qu'encore une fois, le pire cas de figure, c'est Macron démissionne et le pays est ingouvernable. Les deux en même temps. Là, ça enverrait un très très mauvais signal qui peut-être serait le pire des cas de figure. Ok, c'est hyper intéressant, je trouve, cette approche, cette vision que tu nous amènes. Parce que moi, j'étais convaincu que c'était que ce qui pouvait le plus faire peur les investisseurs, c'était beaucoup plus les idées qui passaient, et donc derrière les partis politiques et le futur Premier ministre aussi, plus que le fait, ok, est-ce que c'est gouvernable, est-ce que c'est ingouvernable ou pas. Donc j'apprends ça lors de ce podcast, donc merci beaucoup pour ça. Ma question, et je vais peut-être te mettre de la sauce, tu n'es pas obligé de répondre, c'est maintenant, au-delà du fait que est-ce que le pays est gouvernable et que le pays est ingouvernable, là, en gros, je l'ai dit de manière très claire, c'est ils arrêtent d'investir. Là, ils arrêtent d'investir quoi qu'il arrive jusqu'au 7. Mais j'imagine que si le pays est totalement ingouvernable, ils vont repousser encore de plusieurs mois ce capacité d'investir. Maintenant, ma question, elle est simple, c'est est-ce que en fonction de quel candidat, eh bien, ils vont pousser davantage le curseur de l'investissement. J'imagine que, d'après ce que tu m'as dit, que si c'était Macron, eh bien, il pouvait continuer à y aller parce qu'il fait bonne figure à l'étranger, il inspire confiance et donc il n'y avait pas de souci. Est-ce que vous avez parlé spécifiquement du Front populaire et de LFI finalement et du Rassemblement national, ou pas du tout? Comment ils pourraient réagir face à ces deux partis-là? On en a parlé et les gars, les retours que moi j'ai eus, c'est qu'ils jugent pour des raisons différentes les programmes, en tout cas sur la partie économique, comme vaguement illusoires. C'est-à-dire qu'ils se disent, c'est des propals pour faire des propals, mais qui ne sont dans leur ensemble pas tenables. Et globalement, que ce soit d'un côté ou de l'autre, le sujet est le même. C'est-à-dire de dire, c'est des gens qui n'ont pas encore fait l'expérience du pouvoir, donc qui ne sont pas in office, si tu veux, et donc donnent des solutions qui ne sont pas matériellement applicables. Et, alors je ne sais pas si le timing est fait exprès ou pas, on ne va pas rentrer dans des spéculations, mais le fait que une semaine après, l'Union européenne dise on va faire une enquête pour gérer le déficit de la France, ce qui est ce qu'elle a fait à l'époque pour la Grèce. Il faut se rendre compte que c'est ça, ce contre quoi on nous met en garde, c'est en gros, faites pas la Grèce version 2012. Quoi. Ça prouve que, à mon avis, c'est un premier warning pour dire ok les mecs, si vous passez, évitez de faire n'importe quoi avec les comptes publics. Parce qu'on ne joue pas avec ce genre de choses. Et surtout, à l'époque, déjà, la Grèce a subi, mais a fait partie d'un truc qui a bouleversé l'économie mondiale. Hein. Enfin, je veux dire, la crise de la Grèce, on a mis très longtemps à s'en remettre. Je ne sais pas si on s'en est parfaitement remis, parce que ça s'est spread au Portugal, à l'Italie, à l'Espagne. Voilà. Mais ça ne touchait pas la deuxième économie d'Europe. Si là, le truc, il arrive et c'est la France qui craque, pour l'Union européenne, je ne sais pas ce que ça veut dire. En termes de merdier à gérer, j'entends de merdier financier, on va dire d'attractivité de l'Europe, de puissance de l'euro. Après, je ne suis pas un expert, évidemment, monétaire et tout ça. Mais je peux dire sans trop de conneries, je pense, et corrigez-moi si j'en dis une, hein, parce que je serais ravi d'apprendre, mais que si tu commences à flinguer ou à mettre sous tutelle la deuxième économie d'Europe, je pense qu'il peut y avoir des répercussions sur l'euro, je pense qu'il peut y avoir des répercussions sur toute la zone européenne et comment elle fonctionne, sur son économie globale, sur la confiance qu'on accorde non seulement à la France, mais à l'UE. Je pense que ce serait un vrai problème. Et donc, tout ça pour dire quoi? Un programme illusoire risque de pousser l'UE à dire
on investigue plus en amont et qu'on se rende compte qu'en effet, on a des comptes qui sont très probablement très déficitaires, qui a un déficit abusif. Pour être très honnête, ça ne me choquerait pas. Ça me choquerait pas. Après, j'entendais une analyse intéressante sur les programmes économiques des trois parties. Aujourd'hui, on fait un constat, c'est qu'en Europe, il n'y a plus de croissance. Il y a très peu de croissance. Je crois que l'an dernier, j'ai pas le chiffre exact, j'ai pas envie de dire de bêtises, on l'affichera à l'écran, mais je crois que l'an dernier, on a fait quelque chose de croissance. Cette croissance, elle permet plus de redistribuer, on va dire correctement les richesses. C'est pour ça qu'il y a des gens, on dit, on a augmenté les emplois, le nombre d'emplois. Il y a moins de chômage en France. C'est vrai, la stat, elle est vraie. Sauf que la stat, elle s'applique à un marché qui n'est pas ou très peu en croissance. Donc, tu es d'accord avec moi que si tu as un gâteau d'une certaine taille, qu'on était 10 millions à se partager et qu'aujourd'hui, on est 11 millions à se le partager, oui, tu as fait baisser le chômage, mais si tu as augmenté de 10%, 10% le nombre de personnes qui se nourrissent sur le gâteau, tu n'augmentes que de 1% la taille du gâteau, il y a une merde. Et l'analyse économique disait la chose suivante. La merde qu'on connaît aujourd'hui, politique, au sens large du terme, et l'instabilité qu'on connaît, revient à un problème de croissance. Je ne sais pas si c'est vrai, mais ça se tient. Enfin, en tout cas, ça se tient. En tout cas, le raisonnement est intéressant. Il y a un problème de croissance. Il y a un gâteau qui grossit très peu, et de plus en plus de gens qui veulent manger sur ce gâteau. Tu as l'inflation, donc il faut payer plus cher, donc tout le monde essaie de récupérer un peu plus de parts de gâteau. Et quand tu as beaucoup de capital, c'est normal, tu récupères des parts de gâteau quasiment sans rien faire. Aujourd'hui, pour te le prouver, c'est très simple. Moi, j'ai fait des investissements sur des actions cotées, du Google, du Microsoft, du machin. Sur les 3 dernières années, j'ai fait plus de 30%. J'ai rien fait. Le gâteau devient de plus en plus gros si tu détiens du capital. Et ça va avec ce qu'on disait sur l'IA ces dernières semaines et ces derniers mois, en disant l'IA, si tu possèdes des choses, elle booste ce que tu possèdes et elle fait descendre la valeur travail. Ça se voit encore une fois, l'IA n'est même pas encore à full capacité, mais ça se voit dans cette analyse. Les travailleurs se partagent un gâteau qui grossit pas trop, et donc ils ont des parts de plus en plus petites du gâteau, puisque sont de plus en plus à se le partager. Et en échange de ça, les parts liées au capital, elles, deviennent de plus en plus grosses, parce qu'elles sont de plus en plus valorisées, puisque la valeur travail, en échange de ça, décompense le truc, si tu veux. Une fois qu'on a dit ça, la question, c'est comment on se répartit le gâteau. Et l'analyse, là, disait, il y a 3 cas de figure. Il y a un cas de figure qui est, on dit, on permet à tout le monde d'accéder plus ou moins au capital et à l'investissement. Et donc, on cache derrière, excuse-moi, juste 2 secondes. On cache derrière la fin du travail une possession économique d'une manière ou d'une autre. Le fait de posséder un actif, du capital, entre guillemets. Ou alors, on redistribue, c'est ce que propose évidemment le Front populaire, on redistribue, on taxe plus le capital pour redistribuer sur le travail. Ou alors, et il disait que c'est ce que défendent le RN, on diminue, par la diminution de l'immigration, de ce genre de choses, on diminue le nombre de personnes qui se nourrissent sur le gâteau. Et en gros, il disait il y a 3 options. Et si tu regardes toutes les réformes de ces programmes-là, tu te rendras compte que on se tourne petit à petit vers une de ces 3 options. On dit le capital génère trop d'argent, on va le taxer. On dit le capital génère beaucoup d'argent, on va permettre aux gens d'y accéder. On dit le capital et le travail est réparti sur trop de personnes, on va limiter. Et en fait, quand tu décomposes les trucs, derrière toutes les théories politiques, la vision qu'ils ont de telle ou telle chose, le problème fondamental étant mauvaise répartition de tout ça, et c'est ça qui... Et alors le mec va plus loin, ça je sais pas si c'est vrai, mais le mec va plus loin en disant, mais oui, mais c'est ça qui peut déclencher des comportements violents, c'est ça qui peut déclencher de la fraude, c'est ça qui peut déclencher telle ou telle chose, c'est ça qui peut déclencher des mauvaises relations à l'échelle internationale, et ainsi de suite. Et donc les programmes de
toutes les autres disciplines, hein, santé, éducation nationale, sécurité et affaires étrangères, tout ce que tu veux, dérive à un moment ou à un autre de ce contexte économique mondial, hein, mondial, européen et à l'échelle française qu'on vit en ce moment. Et les seuls pays qui y sont pas confrontés ou peu confrontés sont les rares pays actuellement qui sont encore en croissance. Puisqu'ils s'en foutent, ils n'ont pas encore le problème. Le cake grossit plus vite que la capacité qu'ils ont à le manger. Pas de problème. Ouais, super intéressant. Analyse passionnante. Ça vaut ce que ça vaut. Mais je trouve que c'était une analyse dépassionnée qui n'est pas liée à la politique, mais qui essaye de l'expliquer. Et je crois que c'est ce que nous, on essaye de faire dans ce podcast. Et tu me corriges si je me trompe, mais ce qu'on essaye de faire dans ce podcast, c'est de donner aux chefs d'entreprise, aux CEO, la capacité de se projeter et de se dire, OK, qu'est-ce que l'actualité, les nouvelles technologies ou des études de cas peuvent m'apporter dans mon business? Et donc, nous, notre job, c'est pas de savoir ce qu'il faut voter ou comment on doit gérer la politique du pays. Absolument pas. Notre job, c'est de dire, on vous donne des clés de réflexion qu'on a pu avoir de par notre pénétration de marché ou de par ce qu'on a pu lire ou de par les personnes bien placées avec lesquelles on peut discuter, et donner une idée de comment le truc peut évoluer et comment les situations peuvent évoluer à la hausse, à la baisse, avec des difficultés et ainsi de suite. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on a fait en essayant de creuser un peu les théories qu'il y a autour de ce qui se passe là. Dernier point important, et après je te relaisse la parole, mais dernier point important, les marchés financiers ont réagi. La première chose, et c'est normal, parce que c'est ce qui va le plus vite, c'est là où la célérité de l'argent est le plus important. La première chose qui a réagi, ce sont les marchés financiers. Marchés financiers où le CAC, sur la première semaine post-dissolution, donc à partir du lundi, enfin du lundi au vendredi, a perdu, si je ne dis pas de bêtises, en tout cas, lundi matin, il avait perdu 6% en tout. 6% de perte sur un indice comme le CAC, c'est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Ce qui prouve qu'il y a deux choses. Un, il y a eu une panique de certains investisseurs qui ont retiré des billes des marchés, français en tout cas, donc du CAC 40. Et l'autre, c'est des mecs se sont dit, OK, ça va descendre puis probablement remonter, donc je joue un coup, tu vois, et j'arbitre le truc. Il y a probablement de ça aussi qui a accentué la baisse. Mais ces deux trucs mélangés font que on a eu une première, tu vois, enfin, très factuellement, on a eu une première alerte de ce qui peut se passer en cas d'instabilité. Chute de marché de 6%. Peut-être que si demain, du coup, le 7 juillet, quoi, on a un pays ingouvernable, comme on le disait, peut-être que la chute, il faut s'attendre à 15. J'en sais rien, hein. Là-dessus, on n'est pas conseil financier, donc ne prenez pas ça pour argent comptant. Mais ça fait partie des choses qui risquent de se mettre en place le plus rapidement possible. Parce que un deal comme nous on fait, il y a des deals qu'on négocie depuis des mois. Donc les gens, ils n'ont pas forcément envie d'arrêter, ils ont confiance en nous, ils se disent que c'est sur des très longs termes. Ça peut passer, ça peut se construire différemment. Les marchés financiers, c'est immédiat. On va voir le 8 au matin, on verra la réalité de comment ça va se matérialiser. En tout cas, on aura une première idée. Ouais, 100%. Non, 100%. Je trouve que ça fait du bien d'entendre ça, pour être honnête. En fait, ça fait du bien d'entendre une vision de ce qui se passe actuellement, qui est assez tendue, assez négative, assez anxiogène, mais par un prisme assez objectif de OK, tout ça c'est bien beau, mais quelles sont les raisons profondes à tout ça? Et derrière, comment eh bien, les acteurs étrangers réagissent par rapport. Donc en effet, moi, c'est des analyses que j'ai entendues nulle part ailleurs, que j'ai lues nulle part ailleurs aussi. Donc non, très, très content de cet épisode. Et OK? écoute, ravi aussi. Et ouais, je pense que dans 2 semaines, on pourra débriefer en se disant, on pourra faire un épisode dans 2 semaines en débriefant en se disant,
est-ce qu'on avait tort, est-ce qu'on avait raison, est-ce que la situation, voilà, comment, tu vois, comment parce que je pense que les gens nous appelleront dès le début de la semaine, donc on aura assez vite des retours. Comment ils réagissent à, je veux dire, à ce qui va se passer dans la réalité, quoi. Et donc, on vous fera un épisode follow-up, bien entendu, notamment si vous avez apprécié celui-là. Et la semaine prochaine, on accueille, alors il l'avait confirmé, donc mais normalement il n'y aura pas de souci, on accueille Yann Leonardi. Et du coup, Ouais. ce sera un épisode centré sur l'avenir du marketing et avec l'IA notamment. Donc je pense que c'est un épisode super intéressant avec un invité assez exceptionnel. Eh ben, Trop incroyable. cool. Abonnez-vous.